Abdelkader Soufi, bonjour et merci encore une fois de nous avoir accordé un entretien. Bonjour à vous, merci encore une fois, comme vous le dites, à vous de me faire le plaisir et l'honneur de partager un espace de temps avec vous. La première question, docteur Soufi, ça concerne donc l'interview qui a été donnée par le commandant en chef des Marines américains au Japon, qui, je rappelle, est toujours en active. C'est le lieutenant-général James Bierman, et où il a décrit comment les États-Unis, dans cette région du monde, en mer de Chine, en train de préparer la guerre contre la Chine, avec le Japon, les Philippines et d'autres alliés dans la région sans les préciser. Mais il dit aussi une chose, que c'est exactement la même chose qu'ils ont fait en préparant la guerre de la Russie en Ukraine, c'est-à-dire en mettant sur place toutes les infrastructures nécessaires depuis 2015, que ce soit l'entraînement ou les points oui, à travers lesquels ils pourraient acheminer des combattants ou une logistique matérielle, et forcer la Russie donc à attaquer, à intervenir en Ukraine. Donc, ma question, donc, conformément à la doctrine Wolfowitz de la guerre préventive, à Ankawar, donc, ce haut gradé US, toujours en actif, encore une fois, je le rappelle, la guerre étant entre son pays et la Chine, en utilisant Taïwan comme appât à cette dernière, est inéluctable. Et il n'est plus question, il n'est qu'une question de temps. Alors, qu'en pensez-vous et comment expliqueriez-vous cette jonction entre entre la situation en Ukraine et ce qui pourrait arriver avec la Chine au sujet de Taïwan? Ben, encore une fois, merci. Moi, je prendrai quatre clés déjà pour commencer à comprendre. Euh, D'abord, on va commencer par parler de cette doctrine de Wolfowitz qui parle de la guerre préventive. Parle de l'approche de Brzezinski qui parle d'empêcher l'émergence de puissances régionales qui menacent l'intérêt américain à travers le monde en créant des zones de conflit. Troisièmement, nous pourrons parler donc des approches de Speakman, de Mahan, de containment du monde global à travers les sept flottes. Et nous prenons enfin la dernière doctrine qui vient d'être publiée par la Maison-Blanche, celle du 10 octobre dernier, je pense le 12 octobre dernier, et qui parle des stratégies, de la stratégie américaine qui vise justement trois points cardinaux, qui visent la Chine, qui visent la Russie, mais aussi les coalitions que peuvent justement avoir les Américains, mais aussi les alliances. Alors, donc, il est vrai que si on se réfère donc dans le temps aux grandes actions des Américains, ne serait-ce que durant le siècle dernier et le siècle présent, on voit que nous sommes dans quatre types de guerres. On a eu deux guerres mondiales, la première, la deuxième, on a eu la guerre froide, et nous sommes dans une guerre de transition. Alors, la première guerre mondiale a fait que les Américains qui avaient besoin de grands marchés, de nouveaux marchés, ont intégré vers la fin de la guerre et ont récupéré, on va dire, euh, toute la donne économique en justement en étalant leurs produits en Europe et en prenant cette possibilité de reconstruction. Et c'est ce qui a permis à l'Amérique de s'enrichir davantage. La Deuxième Guerre mondiale a été la même chose, donc à travers le plan Marshall, intégrer l'Europe à l'OTAN,
Et donc, une alliance politique a fait que l'Europe est devenue totalement dépendante des États-Unis d'Amérique. Donc, une reconstruction et un endettement sans limite pour les Européens, mais un enrichissement encore plus grand et plus fort pour les Américains. La guerre froide a fait que le monde libéral qui a été créé donc par l'Occident a été l'alliance et a été la lance de fer pour les Américains pour contrecarrer donc tout ce qui ne rentre pas dans le monde libéral. La guerre de repositionnement, moi je dirais la transition depuis 90 au jour d'aujourd'hui, les Américains ont compris que, et d'ailleurs ils le disent dans les rapports du NSA en 2004, que la force et la fortune changent de main. Ils vont de l'ouest vers l'est et vers le sud. Et pour ce faire, pour se maintenir, les Américains ont besoin d'une nouvelle stratégie. À mon avis, cette nouvelle stratégie est de détruire l'Europe. Et détruire dans ce dernier rapport, quand ils ont un problème, il faudrait que ça devienne un atout pour les Américains. Donc, ils ne s'investissent pas seulement pour faire la guerre ou pour détruire un ennemi, mais il faudrait que ce soit l'acte en lui-même bénéfique pour les Américains. Alors, en détruisant l'Europe, l'Union européenne qui est grandissante et montante, notamment l'Allemagne en tant que locomotive, deux actions ont été mises en place. D'abord, le Brexit, faire sortir l'allié stratégique et éternel qui est la Grande-Bretagne et créer une conflictualité avec la Russie émergente et devenant gênante et par peur qu'il y ait ce rapprochement entre l'Allemagne et la Russie et par conséquent faire une guerre à l'usure, donc une destruction à l'usure. Ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, c'est de permettre aux Japonais de revisiter leur doctrine militaire donc, et, et militaire, et c'est une première, autant pour les Allemands que pour les Japonais depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été interdits de recourir à une force au-delà de ce qui a été euh, dessiné pour ces deux nations, et garder une conflictualité autour principalement de l'île de Taïwan, mais pas que Taïwan. Parce que les Taïwanais eux-mêmes, ils se considèrent comme étant chinois, les leaders chinois, mais la Chine considère aussi que Taïwan est un territoire chinois. Le monde entier ne reconnaît pas pratiquement la souveraineté ou donc on va dire l'État taïwanais. Y compris les Et par États-Unis. conséquent, Y compris les voilà, États-Unis. y compris les États-Unis. Et par conséquent, c'est un statu quo qui est créé. D'ailleurs, moi, à mon avis, il est identique en Afrique par rapport au Sahara occidental. Personne ne reconnaît la marocanité du Sahara occidental officiellement, mais tout le monde aide le Maroc par rapport à des intérêts qui sont là. C'est une autre paire de manches. Pour Taïwan, il n'y a pas que Taïwan, il y a la montée en puissance, je disais, de la Chine, qui essaie de s'accaparer totalement de la mer de Chine pour quatre points importants, donc quatre atouts pour les Chinois. D'abord, en donnant aux îles Paracel et Spratly la, la, valeur de l'île et par conséquent, donc avoir ce qu'on appelle les ZEE. Et cela permet aux Chinois de chasser les Américains de la mer de Chine, qui est une mer fermée. Deuxièmement, vous savez, sortir de la partie sud-est chinoise, donc où les sous-marins nucléaires notamment ont besoin de sortir, mais comme la profondeur est peu, donc c'est à peu près 10 mètres de profondeur, cela permet de détecter la flotte chinoise. C'est pourquoi ils veulent évincer les Américains de la région. Troisièmement, le potentiel de la région en matière de ressources halieutiques, mais aussi en ressources énergétiques, euh, donne à la Chine un semblant d'autonomie en matière d'énergie, mais surtout le contrôle de la ligne
économique et commerciale qui traverse la mer de Chine, qui représente à peu près 70% de l'économie mondiale. Donc là, les Américains savent qu'une puissance chinoise qui est montante et qui a la capacité de changer l'ordre mondial et qui sont arrivés à un point de ce qu'on appelle l'interdiction de la mer. L'interdiction de la mer, c'est que les Chinois, techniquement, ils ont acquis une technologie qui leur permet de déchiffrer même des codes de la flotte américaine. Et là, ça devient encore gênant, mais beaucoup plus dangereux pour les Américains. Alors, il faudrait créer un moyen. Et ce moyen passe par une zone de turbulence que nous allons appeler les Philippines et, euh, et Taïwan. Pourquoi les Philippines? Les Philippines et les autres qui sont autour de la mer de Chine par rapport à la mer de Chine même. Donc, c'est une première conflictualité. La deuxième conflictualité, c'est par rapport à l'Inde, le Tibet. Vous m'entendez pas? Euh, donc, tu t'es arrêté sur la question des Philippines et d'une zone de conflictualité. Très bien. Ouais. Alors, je disais que la zone de conflictualité qui a été créée, donc une autre forme de containment autour des îles Spratly et Paracel, avec les États riverains, notamment les Philippines et les autres États qui entourent la mer de Chine. Ensuite, donc, l'Asie, on va dire, centrale, avec qui la Chine a des frontières. Et je vous rappelle que déjà, c'est une zone où il y a beaucoup de tensions, notamment en Afghanistan. Et là, donc, et je reviens à la question majeure actuelle, qui est l'île de Taïwan, et qui fait que, avant de parler de cela, je reviendrai à une question très importante, et c'est une feuille de route américaine, et on peut comprendre ce qui se passera en mer de Chine. Vous savez que en 2014, les Américains, donc à travers ce qu'on appelle les révolutions colorées, ont poussé le gouvernement euh, élu légitimement à la porte. Ça veut dire qu'il y a eu un coup d'État contre la légitimité en 2014 pour instaurer un régime pro-occidental. Et depuis 2014, on a assisté à une forme de génocide ou de liquidation de tout ce qui ne rentre pas dans cette stratégie, notamment dans les régions du Donbass où au quotidien, les gens ont été bombardés, ont été tués, ont été torturés, mais de 2014 pratiquement jusqu'à l'opération spéciale, personne n'en parle. Mhm. Cette opération spéciale, au fait, elle arrive à un moment où on parle euh, de dernier recours pour la Russie. Ça veut dire que la Russie, à un moment, quand bien même elle a essayé d'avoir une stratégie pour contrecarrer l'Occident et le containment, là, elle est arrivée à un point de non-retour. Ça veut dire une question de survie. Et là, il ne pouvait pas rater le coach ni faire volte-face, parce qu'il s'agit du devenir réellement de la Russie et, et donc, mais aussi hein, du droit international et des valeurs humaines. Nous savons que l'Occident, le droit a été déformé de sa vocation principale, des valeurs communes des humains, et nous assistons à la création d'un troisième genre, donc un dépourrissement de la situation sociale, mais aussi à tuer tout ce qui a trait D'accord, aux valeurs humaines. d'accord. Ensuite, si on se réfère donc au dernier rapport, on va dire stratégique
de la Maison-Blanche, qui date de 2 mois, il met la Russie en tant qu'État dangereux pour les intérêts américains. Et par conséquent, c'est un État à éliminer, à casser. Comment ça se fait? Donc, les Américains n'ont jamais agi d'une façon frontale. Les présidents américains ne font que euh, mettre en exergue et appliquer une stratégie qui a été pratiquement la doctrine américaine depuis la naissance de l'État américain. Seulement, ce sont les approches qui ont différé. Vous savez, en 2012, Barack Obama a mis la stratégie du rebalancement en Asie-Pacifique. Celui qui est venu après Trump, il n'a fait qu'élargir la zone de conflictualité, donc en ajoutant la mer, plutôt l'océan Indien, pour que ce soit un champ plus vaste de concurrence. Là, Joe Biden, il continue dans cette lancée, sachant qu'il épouse les mêmes visions de Barack Obama. Il a été euh, son Vice-président. adjoint, voilà, son adjoint, son vice-président, mais aussi il applique les scénarios qui ont été mis sur le bureau de son bureau à la D'accord, c'est Maison-Blanche. clair, monsieur Soufi. Donc, si j'ai bien compris, selon votre analyse concernant cette première question, ce qui se passe actuellement en Ukraine et ce qui se passe actuellement aussi comme préparatif dans la mer de Chine en Taïwan font partie d'une même et unique stratégie, comme l'a dit, comme l'a expliqué le général James Bierman, mais aussi comme l'ont avoué Angela Merkel et François Hollande dernièrement, en parlant des accords de Minsk, où ils ont dit que les accords de Minsk étaient en fait qu'un stratagème pour calmer la Russie et donner le temps et les possibilités à l'Ukraine de se préparer à la guerre. Donc, au vu de ça, ma deuxième question, Monsieur Soufi, la guerre menée par les États-Unis contre la Russie en Ukraine et l'intensification de leur confrontation avec la Chine vise-t-elle, donc, selon ce que vous voulez dire, à dominer l'île du monde eurasienne, pour reprendre un peu Mhm. l'explication ou la philosophie de Halford Mackinder, le fondateur de la géopolitique. Et dans ce cas, alors que les États-Unis et le Japon ont augmenté significativement leur budget militaire en prévision de ce conflit, est-ce que vous pensez que le monde se dirige vers une troisième guerre mondiale avec l'utilisation d'armes nucléaires tactiques? Personnellement, je commence par là. Donc, je pense que nous sommes dans la Troisième Guerre mondiale. Mais chaque guerre mondiale a sa spécificité et a ses moyens. La guerre d'aujourd'hui, c'est une guerre hybride. Souvent, elle utilise peu de moyens, mais elle est dévastatrice. Les Américains, depuis un moment, ils appliquent ce qu'on appelle le commandement par derrière. Donc, ce ne sont pas eux qui vont directement à la guerre. Vous avez, je redonne l'exemple de l'Ukraine. Donc, on dote l'Ukraine et on pousse les pays européens à faire la guerre, mais aussi quand il s'agit de mettre des éléments où les soldats de l'OTAN, donc on va les enrôler en tant que mercenaires, y compris les militaires américains. Et là, c'est une échappatoire au droit international, donc comme quoi il n'y a pas une intervention directe, mais aussi une échappatoire par rapport à la réelle politique pour dire nous, on ne vous fait pas la guerre. Nous ne sommes pas là avec notre armée et nos moyens. Cette même stratégie qui est appliquée pour Taïwan, c'est qu'on veut pousser le Japon, la Corée du Sud, à faire la guerre, et y compris Taïwan, à faire la guerre au lieu et place des États-Unis d'Amérique contre les Chinois, qui a poussé aussi les autres pays riverains de la mer de Chine et d'autres États de l'Alliance, tels que l'Australie, peut-être, ou le Canada. Là, ce qui est sûr,
c'est que on arrive vers la fin d'un cycle. Et ce cycle, c'est la fin d'une hégémonie. Mhm. Combien même la force de frappe américaine, elle reste grande, avec un budget militaire qui avoisine les 800 milliards de dollars annuels, mais sur le plan hégémonique, financier et économique, les États-Unis d'Amérique sont en déperdition au profit des, on va dire, des puissances montantes, telles que la Chine, telles que l'Inde, telles que la Russie. Donc, tout cela représente une menace réelle à l'économie américaine et à sa hégémonie financière. Le Bretton Woods, maintenant, avec le recours aux monnaies locales, est un système qui est mis à mal. En plus, les Chinois, donc avec le groupe du BRICS, avec aussi les pays de l'ASEAN, optent plus vers cette nouvelle banque mondiale parallèle qui a été, donc c'est la banque chinoise et la caisse chinoise qui permet aux États donc d'investir, mais sans aucune condition politique. Ça veut dire que les États restent souverains. Et ça met en mal la véritable puissance américaine. La doctrine américaine dit que la force, c'est la fortune, mais la fortune, c'est la force. Donc, sans fortune, on ne peut pas se permettre d'investir 800 milliards de dollars au profit donc, de l'argent. Aujourd'hui, en ayant recours à cette pierre, en créant une crise multidimensionnelle, si vous regardez bien, les plus grands perdants, c'est les Européens qui sont à la merci de la crise économique et énergétique, mais les multinationales américaines s'enrichissent. Donc cet enrichissement, c'est notre forme pour réinvestir le rôle de le monde. La Troisième Guerre mondiale, on y est. Parce que rappelez-vous que durant la guerre du Golfe, les Américains ont utilisé, avec les Abraham, des roquettes à uranium appauvri. Ça veut Mhm. dire que stratégiquement, on peut avoir recours à des armes tactiques. Et la guerre, elle se fait, j'allais dire, d'une façon proportionnelle. Regardez, la Russie aurait pu en finir en une semaine avec l'Ukraine, mais elle n'en a pas fait. Pourquoi? Donc, elle n'a pas usé toute sa force de frappe et elle n'a pas eu recours à sa véritable force. Elle a eu recours aux moyens nécessaires et adaptés au terrain. C'est Mhm. seulement, je crois, plus on voit les intentions des acteurs cachés et les moyens mis en place pour cette opération par l'ennemi, je crois que la Russie en fera de même. Ça veut dire qu'elle augmentera la cadence et la qualité de l'arme utilisée dans euh, cette conflictualité ou dans cette guerre mondiale qui ne dit pas son nom et et nous y sommes. Voilà. D'accord. Pour la troisième partie, donc, dans ce sens, et comme vous venez justement de le dire tout de suite là, c'est pas uniquement l'aspect militaire qui est pris en considération, mais aussi les aspects économiques, financiers, et en particulier la question de l'accès aux matières premières stratégiques et aussi les composants euh, sensibles qui rentrent dans la fabrication des armes, notamment des missiles, comme les semi-conducteurs avancés. Euh, alors, ma question, avec les crises économiques, financières, sociales, d'approvisionnement en énergie, en matières premières stratégiques et enfin industrielles, les Occidentaux ont-ils vraiment les moyens de vaincre face aux puissances eurasiatiques? Et la deuxième partie, la donne géostratégique mondiale, ne pensez-vous pas qu'elle a basculé en faveur de ces dernières, c'est-à-dire les puissances eurasiatiques émergentes, ces dernières, donc qui forment le cœur des BRICS, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure,
avec l'Inde et le Brésil, appelé à s'élargir à d'autres puissances régionales euh, africaines comme l'Algérie et l'Égypte et le Nigeria, mais aussi asiatiques ou eurasiatiques comme la Turquie, l'Iran et l'Arabie saoudite. Au fait, peut-être que je vais venir à faire une attaque d'un autre angle, ou je prends un autre angle d'attaque. Je, comment on conçoit le monde d'aujourd'hui et de demain. Donc, ça va être un monde de blocs. Et ce monde de blocs, il sera dirigé par des leaders. À mon avis, en Europe, il y aura deux puissances, la Russie et l'Allemagne. En Asie, il y aura la Chine et bien sûr, il y aura les États-Unis d'Amérique. Autour de ces pivots, il y aura donc la constitution du monde dont nous parlons. Il y aura d'autres importants qui seront là dans les continents. Je pense à l'Algérie en Afrique et à l'Afrique du Sud. Et je pense donc, comme vous le disiez, à l'Iran et à la Turquie qui est à la limite des deux continents. Mais rappelez-vous que en géopolitique, nous avons parlé des zones de tension et des lignes de séparation. La première ligne de séparation qui a été citée par Mackinder, mais aussi confirmée par Speakman, c'était le croissant fertile ou le croissant des crises, et qui vient du Caucase, et il va traverser donc toute cette ligne euh, du Golfe en allant vers l'Asie du Sud. Nous avons la deuxième partie, c'est la partie des îles où il y a le Taïwan, et donc, mais qui est dans la continuité de cet axe-là. Et nous avons une autre ligne que tout le monde n'en parle pas, mais qui est importante, qui est l'élément de guerre de demain. C'est la ligne qui scinde l'Afrique en deux et qui vient de la Corne d'Afrique jusqu'au golfe de Guinée, et qui est la zone, c'est une zone de 11 millions, autour de 11 millions de kilomètres carrés, et qui est la zone la plus riche. Et c'est là où il y a le plus de conflictualité. Et c'est une zone qui démontre la concurrence entre les puissances émergentes et l'Occident. Les Américains ont compris que l'hégémonie telle qu'elle a été le système mondial, on va dire, ou l'ordre mondial, tel qu'il a été établi depuis 1945, est en déperdition. Et par conséquent, ils veulent garder une place. Combien même elle ne peut pas être hégémonique, elle garde ne serait-ce que le respect à une grande puissance qui gardera ses intérêts à un moment et à un autre, que ce soit en Europe ou qui pourrait avoir d'autres intérêts donc en Afrique, aussi dans le Pacifique. À travers cela, je crois que beaucoup de livres ont été écrits. Faut-il accepter l'émergence de la Chine? Faut-il accepter l'émergence de la Russie? Parce que cette émergence, en tant que pivot, ne serait-ce que régional, remet en cause la doctrine de l'hégémonie. Parce que l'hégémonie sous-entend une domination totale. Et donc, si c'est en matière de puissance, c'est une superposition de puissance qui obéit à la puissance suprême qui est l'Amérique, et que cette puissance, qu'elle soit économique, militaire ou autre, elle doit toujours se référer à celui qui a créé l'ordre mondial tel qu'il est aujourd'hui et qu'il veut le garder. Seulement, on ne peut pas le faire. Et comme on ne peut pas le faire, à mon avis, l'Europe, l'Union colonie américaine depuis 1945, et par conséquent, il faut garder l'Europe sous la coupe des États-Unis d'Amérique. Maintenant, aller en Asie et créer donc de nouvelles coalitions et de nouvelles alliances stratégiques qui permettent le maintien des États-Unis dans cette région-là. Maintenant, l'Afrique, c'est la convoitise, on va dire, du monde entier, parce que c'est le continent actuellement, continent où il y a 1,4 milliard aussi de la population, et qui a des réserves avérées. Et par conséquent,
le monde tel que il est aujourd'hui, tel qu'il va venir demain, ça va être de grandes puissances émergentes. D'abord, je crois que les pays non alignés qui font la majeure partie du BRICS avec la Russie, mais aussi d'autres acteurs principaux dans le tiers-monde ou des pays non alignés tels que l'Iran, tels que l'Égypte, tels que la Turquie, tels que l'Algérie, le Nigeria. Ce sont éventuellement des États qui vont rentrer dans un nouvel ordre parallèle à l'ordre qui a été créé. Maintenant, est-ce qu'on va avoir deux types d'ordres mondiaux avec deux types de moyens économiques? Ça, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que nous allons avoir un monde qui restera chaotique toujours, où il y aura donc des équilibres, mais ce sont ces équilibres qui ont été perdus depuis 90 qu'on va retrouver et que justement des États comme l'Irak ou comme la Syrie ou comme la Libye ne seront plus être attaqués d'une manière, euh, j'allais dire, illégale au vu et au su de tous. Et le fait que la Russie, la Chine et l'Iran et l'Inde développent donc des partenaires commerciaux imbriqués, les membres des BRICS, comme la Russie, l'Inde, la Chine, plus l'Iran dans quelques années, s'il intègre définitivement dans le cadre des BRICS plus, est-ce que seront-ils, comme le pensent certains analystes, une forme de quad en parallèle au quad qui existe actuellement en Asie du Sud ou du Sud-Est, qui comptera vraiment en Eurasie? Et ainsi, peut-on dire que le noyau des BRICS plus sera-t-il le prochain club économique le plus puissant de la planète en remplaçant le G7, fortement affaibli, endetté et désindustrialisé? Je crois que dans la continuité de ce que nous disions en première partie, effectivement, le BRICS est une alternative non seulement pour les États du BRICS, mais je pense aussi pour l'ordre mondial, sachant que les États qui composent le BRICS, ce sont des États émergents et avec une économie euh, assez puissante. Et si on se réfère justement à la Chine, à la Russie, à l'Inde, ne serait-ce qu'à ces trois pays, qui représentent pratiquement 40% presque de la population mondiale, et donc des chiffres vraiment extraordinaires concernant le développement, l'industrialisation et autres, économique et financière. Elle est aussi stratégique. Parce que si on regarde bien le groupe BRICS ou le groupe BRICS+, c'est une présence géostratégique et géopolitique à travers le monde. Le plaisir est en Amérique latine. L'Afrique du Sud, donc, c'est le point de jonction entre les océans Atlantique et Pacifique. Les États, justement, éventuellement les nouveaux ou les futurs acteurs du BRICS, tels que l'Iran et l'Arabie saoudite, donc ce sont des États qui sont États pivots dans le Moyen-Orient et qui sont autour, justement, de l'une des plus grandes réserves d'énergie dans le monde. Il y a l'Algérie aussi qui a une position géostratégique et géopolitique à la fois. C'est un moyen de contrôle de l'Europe par le Sud. C'est aussi un moyen de contrôle donc du flux économique à travers le Gibraltar, mais surtout c'est une pénétrante en Afrique, sachant que l'emprise algérienne politique sur l'Afrique est telle que elle est la locomotive politique de l'Afrique. Et d'autant plus qu'elle recèle des moyens et des potentialités très grandes en matière de matières premières. Aujourd'hui, on parle de l'Eldorado
entre quatre pays de l'Afrique, la Mauritanie, l'Algérie, la Libye, pardon, la Mauritanie, l'Algérie, le Mali et le Niger, là où il y a les plus grandes réserves d'énergie, d'or, d'uranium et de terres rares. Je crois, pour le BRICS+, c'est plus qu'un atout en ayant des positions névralgiques qui lui permettent non seulement de contrôler l'ordre mondial, mais d'être un acteur incontournable dans le rétablissement des équilibres, mais surtout euh, la défense des valeurs humaines telles qu'elles sont véhiculées, sachant que les États du BRICS euh, épousent les mêmes visions politiques. Ce sont des États qui ne s'ingèrent pas dans les affaires des autres, ce sont des États non colonialistes, non expansionnistes. Ça veut dire qu'ils sont plus des partenaires qui vont dans le sens à créer la richesse en partenariat avec les États avec qui ils composent. Et cela représente réellement l'avenir de demain, et pas seulement pour, on va dire, le tiers-monde et ses États, mais aussi, je dirais, pour certaines puissances aussi, euh, enfin européennes ou mondiales, telles que je pense à l'Allemagne, je pense à certains pays de l'Europe de l'Est, je pense au Canada, je pense aussi au Japon et à la Corée, à l'Australie, qui, qui risquent de changer de camp et de rallier le camp du BRICS+, sachant que déjà, ces États cités ont eu recours au financement de la banque asiatique qui a été créée par la Chine. Cela veut dire c'est un retour de manivelle pour la puissance hégémonique et un isolement pour les États-Unis d'Amérique qui construit sa force et sa puissance non seulement sur son potentiel, mais sur le potentiel des autres, ceux donc issus de la coalition et des alliances. D'accord. Maintenant, je vous invite à nous projeter un peu dans le futur et en partant des faits actuels de la géoéconomie mondiale, avec notamment les choses se sont accélérées après le début de l'opération spéciale russe en Ukraine. Et nous voyons tous les pays du Golfe, en particulier les Émirats, l'Arabie Saoudite, se tourner résolument vers la Chine et faire euh, des moyens de livraison des hydrocarbures vers la Chine en contrepartie d'investissements dans le cadre du projet de la route de la soie, des investissements structurants et des investissements dans l'industrie, dans le développement. La même chose pour l'Iran. L'Iran, en contrepartie, la Chine a décidé d'investir 400 milliards dans l'économie iranienne en contrepartie du pétrole et du gaz. Et donc, dans cette optique, si l'on rajoute la Russie qui refuse donc de vendre son pétrole ou son gaz, sauf s'il est payé en rouble, un rouble qui est adossé depuis février ou mars, si je me rappelle bien, à l'or, c'est-à-dire qu'on peut l'adosser à n'importe quelle autre matière première. Ma question, alors, est-ce que vous pensez que nous sommes à la veille de la naissance d'un pétro-yuan? Un pétro-yuan au lieu, à la place de pétrodollar qui mettrait fin à la domination du dollar. Et cette question-là, n'est-ce pas ça la cause de l'acharnement occidental contre la Chine, mais contre la Russie également, qui exige d'être payée pour ses exportations en roubles indexés à l'or? Oui, d'abord, je crois que la stratégie chinoise a été claire, donc qui a été publiée dans le livre blanc par rapport à la route et à la ceinture, et qui passe justement par le Moyen-Orient. Et ce Moyen-Orient est un élément essentiel où
deux stratégies s'opposent. Donc, il y a la stratégie chinoise de la route et de la ceinture, et il y a en contrepartie les accords d'Abraham qui ont été lancés par les Américains avec l'entité sioniste, moi je dirais, pour garder l'emprise sur le Moyen-Orient, sachant que les enjeux, comme vous le dites si bien, sont là. On a tendance à rallier plus l'approche chinoise et le plus palpable et visible qui était un élément important pour décrypter l'avenir, c'est les positions de l'OPEP+, où Mhm. 17 Arabes ont, ont, ont gardé justement euh, leurs intérêts et ont épousé l'approche du groupe au détriment des partenariats stratégiques avec les Américains et au détriment faisant fi des menaces américaines. Cela veut dire que la pensée est changeante. Elle va ailleurs. Même la Turquie, qui a tout le temps été un allié de l'Occident et qui a été un élément clé dans l'OTAN avec la force de frappe qu'il fournit pour l'OTAN, est en train de changer de vision par rapport à ses intérêts, sachant que l'intérêt prime chez les Turcs et ils sont là, ils reviennent à une stratégie qui a été mise par Oglo, et la pacification des relations avec les pays voisins. Zéro problème. Ouais. Là, ils reviennent réellement. On voit qu'il y a un rapprochement avec le régime en place syrien. On voit qu'il y a de plus en plus d'entente dans la vision globale avec la Russie. Et donc, depuis les derniers attentats en Turquie, on a vu que les Turcs prennent de la distance avec les Américains de plus en plus. Cela veut dire que les points focaux ou les anneaux géostratégiques qui ont été pendant longtemps sous l'emprise de l'Occident, on va dire, sont en train de changer de main et sont en train de eux-mêmes de devenir des acteurs, aussi petits soient-ils ou régionaux, qui s'ajoutent à une nouvelle vision, on va dire à la vision classique sur laquelle a été fondé l'ordre mondial, que de préserver la paix et la sécurité et les droits des peuples. Et ça, c'est ce que offre justement le BRICS Plus ou le groupe BRICS à travers les investissements, à travers le développement durable dans ces pays où les peuples n'ont connu que guerre et désolation. D'accord. Donc, est-ce que vous pensez que cette hégémonie du dollar établie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le cadre des accords de Bretton Woods est en voie de, de destruction, ou du moins est en voie de minimisation de l'espace de domination? Moi, je crois que l'expérience qui a été celle de l'Union européenne, de créer une monnaie autre que celle du dollar, a démontré deux choses, qu'on peut avoir recours à une monnaie autre que celle du Bretton Woods, ça veut dire le pétrodollar, mais aussi dans les différentes crises qui ont touché l'Union européenne. On a vu que les Suisses qui ont gardé leur monnaie et les Britanniques qui n'ont jamais intégré réellement l'Union européenne, c'est qu'ils ont gardé leur monnaie eux aussi et ils ont composé avec les leurs. On voit l'émergence de l'État-nation. Ça veut dire que le futur peut se faire à travers les monnaies locales, sinon des monnaies de bloc. Donc, on peut faire recours à une monnaie collective qui pourrait être le rouble, ce qui pourrait être le yuan, comme cela peut être possible à travers
la monnaie locale. Et cela, effectivement, euh, c'est parti pour la fin de la domination du pétrodollar. Même si le pétrodollar pourrait rester, donc il ne pourrait pas être une monnaie globale. Elle pourrait être partielle ou régionale. Et dans ce cas-là, Monsieur Soufi, est-ce que la région du Moyen-Orient, en particulier les pays du Golfe et l'Iran, ne sont pas dans l'œil du cyclone, ou du moins dans le viseur de ces puissances économiques et financières mondiales, donc qui dominent l'économie mondiale via le dollar, euh, pour empêcher justement ce rapprochement entre ces pays qui contiennent les plus grands gisements de pétrole et de gaz dans le monde avec la Russie et la Chine. Oui, mais déjà que la région du Golfe ou du Moyen-Orient aujourd'hui est devenue une zone de démarcation. Elle a été souvent sous l'emprise donc occidentale et que aujourd'hui on voit de plus en plus des États qui se démarquent individuellement mais aussi collectivement. Si on se réfère au dernier discours du prince saoudien Salman, qui disait que nous allons être l'Union européenne de demain. Mhm. C'est pas pour rien qu'il dit ça. Ça veut dire que déjà, on a compris que l'Union européenne qui est en dislocation et où on peut assister à une implosion de cette Union européenne où il y aura l'émergence de puissances, on va dire régionales, mais d'États-nations surtout. Je pense à l'Allemagne qui a été la locomotive de l'Union européenne, qui a permis l'unification de l'Europe et qui est, je pense, l'essence même de cette existence. Euh, le Proche-Orient, on peut pas dire le Moyen-Orient, est une zone très, très riche en matière d'énergie et elle est centrale entre les trois continents, entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Mais surtout, avec les structures qui ont été établies, avec les visées et les nouvelles pensées qui se démarquent donc de la pensée occidentale, en prenant en considération la spécificité de la région et du potentiel, mais surtout euh, des partenariats bénéfiques. Ils trouvent qu'ils auront plus de bénéfices et plus de sécurité en ayant recours à des partenariats avec la Chine, avec la Russie, avec l'Inde, Mhm. que d'avoir avec l'Occident, parce que ça a toujours été des partenariats gagnants-perdants. Et là, les, la nouvelle donne dans le Moyen-Orient est le point euh, principal du changement donc, de cet ordre mondial qui inlassablement traverse cette région. Vous savez, le dernier sommet arabe a montré que la possibilité pour les Arabes de construire une coalition économique qu'ils possèdent et du potentiel qu'ils ont et de la position géostratégique et géopolitique fait que non seulement le rebalancement, mais surtout les équilibres. Donc, ils vont équilibrer les forces au profit des pays de l'Est et du Sud, donc au profit du reste du monde, qui a toujours été dominé par une minorité qui est l'Occident et qu'on peut définir en l'espace géographique de l'Europe et de l'Amérique du Nord. D'accord. Et pour une dernière question, elle concerne l'Afrique. Donc, à la lumière de tout ce que vous avez développé maintenant, comment voyez-vous la place de l'Afrique, notamment de l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Nigeria, dans ce nouveau grand jeu mondial et que doivent faire les pays africains pour ne pas rater ce train de l'histoire?
Notamment, ils peuvent, par exemple, c'est un exemple, c'est une hypothèse, je ne sais pas si elle peut être, disons, possible. C'est pourquoi pas ne pas faire exactement comme font la Chine et la Russie, puisque l'Afrique est riche en matières premières, que ce soit en énergie, en matières premières autres. Et pourquoi ne pas prendre possession de leur richesse et puis adosser des monnaies nationales à ces matières premières au lieu de commercer avec le dollar ou l'euro ou une autre monnaie qui n'ont jamais servi ces pays. Excellente question. Moi, je pense que déjà que en Afrique, on avait un ancien projet qui est le Népal, le NEPAD, et aujourd'hui, donc, il y a la soie, donc la route et la ceinture, qui épouse effectivement et exactement la stratégie du pont algérien vers l'Afrique, donc les relations à travers la dorsale, euh, l'autoroute subsaharienne, et qui sera accompagnée de la fibre optique et qui aussi se conjuguera avec le projet Nigal, le transfert du gaz du Nigeria vers l'Europe via le Niger et l'Algérie, qui pourrait toucher aussi d'autres points tels que de ravitaillement, tels que le Sénégal et la Mauritanie. Cela sous-entend qu'en ayant recours à cela, il faudrait qu'il y ait des points d'alimentation chaque 100 km ou chaque 50 km, des stations euh, d'essence, donc des relais, mais surtout des stations électriques qui permettent, à titre d'exemple, de transférer les deltas du Niger vers les zones arides et par conséquent créer des zones de développement durable, permettre la fixation des populations. Je crois que les nouveaux discours algériens et l'émergence de l'Algérie, qui est un retour de locomotive africaine qui donne des ailes aux Africains, et cette façon de se libérer, revenir à l'esprit révolutionnaire qui a été palpable en Mali, qui a chassé pratiquement la France et qui est en train de se faire au Burkina Faso, le Niger, dans d'autres pays africains. Je crois que ça tient donc à l'éveil de conscience de se libérer justement du franc CFA, qui est le front des colonies françaises en Afrique, et qui, je crois, donnerait une première indépendance économique et qui permettrait l'émergence de l'Afrique. Récemment, l'Algérie avait lancé communément avec le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Éthiopie, ce qu'on appelle les points cardinaux d'un nouveau partenariat qui vient s'ajouter aux partenariats existants à travers la création aussi de zones économiques de libre-échange, en ayant recours à de nouveaux partenariats avec des partenaires stratégiques fiables tels que la Chine, tels que la Russie, tels que l'Inde, mais aussi ces États peuvent créer un nouveau bloc avec le BRICS+, pourquoi pas avoir le BRICS+, avec l'Afrique aussi. Et ce serait vraiment un point très important. Nous savons que l'Amérique latine aussi a un potentiel extraordinaire, tel que l'Argentine, le Brésil, le Chili, qui peuvent éventuellement être des forces non négligeables du futur, que ce partenariat à travers le groupe des 77 ou à travers donc des partenariats en dehors de ce qui a été établi par l'ordre mondial, euh, la vie américaine. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Sophie, pour toutes ces informations et pour cet entretien passionnant et j'espère vous retrouver dans un autre entretien pour un autre sujet prochainement. Merci beaucoup. C'est moi.